Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous. Ceci est une présentation de Diego Velasco, hématologue à l'hôpital universitaire Fundación Jiménez Díaz de Madrid, qui dans sa pratique clinique quotidienne, il voit des patients atteints d'hémoglobinopathie et depuis plus d'un an, il collabore avec la Fondation Recover pour aider à améliorer la vie des patients atteints de drépanocytose. Dans cette présentation, il parle de la drépanocytose et surtout des différents aspects de la campagne qui va être amenée prochainement. Les hémoglobinopathies structurelles se caractérisent par la synthèse d'une chaîne de globine anormale. Environ un millier de variants d'hémoglobine sont décrits. Dans plus de 95%, une seule substitution d'acide aminé se produit et selon la nature et l'emplacement de l'acide aminé, il se produira soit des changements de stabilité ou de la solubilité, soit de la fonction de la molécule d'acide aminé d'hémoglobine. Les hémoglobinopathies structurelles courantes sont celles dont la prévalence est supérieure à 1% dans certaines zones géographiques et sont, par exemple, l'hémoglobine S, l'hémoglobine C, D, E ou l'eau arabe. Une autre caractéristique est que les porteurs sont cliniquement silencieux et il est très important de les identifier afin de leur donner un conseil génétique adéquat et ainsi éviter l'apparition d'homozygotes ou de doubles hétérozygotes. Elles constituent les altérations monogéniques les plus fréquentes au monde, de sorte que près de 5% de la population mondiale est porteuse d'une altération d'hémoglobine. Son incidence est très variable d'une région du monde à l'autre, alors que dans certaines zones géographiques, il n'y a pratiquement pas de cas. Dans d'autres, comme l'Afrique sous-saharienne, un pourcentage important de la population est touché. L'hémoglobine S est produite par la substitution d'un résidu de valine au lieu d'un résidu d'acide glutamique, en position 6 de la chaîne bêta-globine. À la suite de cette mutation, lorsque l'hémoglobine est désoxygénée, elle subira un processus de polymérisation spontanée formant un gel cristallin. Chaque polymère est composé de 14 vaisseaux longitudinaux de désoxyglobulines qui forment une structure cylindrique rigide et insoluble qui rend le cytosquelette des globules rouges en adoptant la forme caractéristique des fossiles. Du fait de cette rigidité et de cette indéformabilité, les cellules falciformes ont une grande tendance à se coller à l'endothérium vasculaire, favorisant la création de microthrombus et d'occlusions vasculaires périphériques, qui sont à la base physiopathologique et organique de ces patients. La drépanocytose se présente avec une anémie hémolytique chronique et une grande variété d'événements vaso-occlusifs et leurs conséquences. Parmi celles qui se démarquent, les crises de douleur et tout cela accompagné d'une plus grande prédisposition aux infections avec une morbidité et une mortalité précoce importantes. Les douleurs vaso-occlusives et ces sous-types sont la marque de fabrique de la drépanocytose. Elle peut débuter après 6 mois de vie et est la cause la plus fréquente des visites aux urgences. Ces infarctus peuvent toucher n'importe quel os, mais sont plus fréquents au niveau de la colonne vertébrale, du bassin et des longs os. La plus fréquente est la douleur aiguë d'apparition brutale avec une évolution de quelques heures ou quelques jours. Il peut s'agir de douleurs aiguës comme la crise vaso-occlusive, le priapisme, le syndrome thoracique aigu, les douleurs abdominales, la dactylité, etc. Mais aussi les douleurs chroniques dues aux ulcères des jambes, dues à la nécrose vasculaire, à l'ostéomérite chronique, aux migraines, etc. Comme si ce n'était pas assez de malchance pour ces patients de vivre avec la menace de la douleur, leur problème ne s'arrête pas là. En fait, la douleur n'est que la pointe de l'iceberg. Les épisodes vaso-occlusifs, l'inflammation et les lésions endothéliales se produiront silencieusement et tout au long de sa vie. Cette atteinte chronique est responsable des complications chroniques de la maladie
comme la rétinopathie, l'hypertension pulmonaire, l'insuffisance cardiaque, les atteintes rénales, l'hypofonctionnement de la rate, les troubles de l'érection, la nécrose vasculaire, entre autres. Beaucoup de ces complications chroniques deviennent plus fréquentes à mesure que les patients sont plus âgés. Comme nous pouvons l'observer dans cette étude réalisée chez plus de 100 000 patients, une plus grande atteinte rénale, plus cholélithiase et plus de nécrose cardiovasculaire est montrée chez les patients les plus âgés. La prise en charge de ces patients comporte plusieurs points clés que, sans approfondir chez eux ou du moins chez certains d'entre eux, je voudrais souligner les plus importants tout d'abord, que c'est identifier les nouveau-nés avec ces problèmes dès ce qui est possible avant qu'ils ne puissent avoir des complications. Ce qui est essentiel est aussi l'éducation des patients et des membres de la famille à propos de qu'est-ce que c'est la maladie et quels signes ou symptômes devraient les inciter à aller chez le médecin. Aussi, dès ce qui est possible, il faudrait prévenir les infections par des vaccins pénicilline, prophylaxie du paludisme, traiter infections précocement, en particulier les infections bactériennes et le paludisme, bien sûr, avoir un contrôle adéquat de la douleur et être bien hydraté pour prévenir les crises. Les situations d'anémie qui menacent la vie du patient et font un suivi chronique des complications possibles telles que AVC, insuffisance rénale, hypertension pulmonaire, etc. En surveillance étroite pendant la grossesse, eh bien, des études observationnelles ont été menées dans des pays subsahariens comme le Bénin, le Nigeria, qui ont montré que ces mesures aussi simples peuvent avoir un grand impact sur la réduction de la morbidité et de la mortalité associée. Mais avec cette maladie, les autorités locales de ces pays, ou du moins beaucoup d'entre eux, ne mettent toujours pas en œuvre ce type de programme si nécessaire. Dans ces projets, nous avons sélectionné quelques points qu'on cible pour notre intervention et je vais approfondir certains d'entre eux. Les projets Trypanocytose couvrent divers aspects dans lesquels des interventions vont être menées pour améliorer la vie de ces patients. Et dans la suite, dans la présentation, nous allons fondamentalement nous concentrer sur l'explication de nos recommandations pour le diagnostic de ces patients et sur leur utilisation de hydroxyurée et de pénicilline prophylactique. Mais bon, comme vous pouvez le voir, le projet a une part de sensibilisation dans les milieux familiaux, dans les milieux scolaires et dans la population à travers de ces événements sociaux. La formation des professionnels de santé et mettant en place la télémédecine et puis, ce que j'ai mentionné, renforcer les diagnostics et les traitements de ces patients. Car il est essentiel que les patients ou leurs parents sachent quelle est leur maladie, comment elle se comporte, ce qu'ils peuvent faire pour éviter l'apparition de crises, dans quelles situations ils doivent aller chez le médecin, s'ils peuvent transmettre la pathologie à leurs progéniteurs. Pour ce dépistage néonatal, il est très important d'essayer d'identifier les enfants qui ont la maladie avant que les symptômes n'apparaissent, car si on arrive à les soigner ou leur donner un traitement en phase présymptomatique, nous réduirons clairement la morbidité et la mortalité. Et il est également essentiel d'identifier le porteur pour lui donner un conseil génétique adapté en fonction de l'état de son partenaire, lui dire quelles sont les chances d'avoir des enfants porteurs ou des enfants atteints de ces maladies. Mais comment faire ces traitements? Bon, nous allons voir plusieurs options. L'électrophorèse sous gel, d'après ce qu'ils m'ont dit à la Fondation Recover, c'était laquelle vous utilisez fondamentalement. Le problème ici, c'est que l'électrophorèse
il y a des problèmes. Et par exemple, il a une résolution inférieure à autres techniques, il ne quantifie pas l'hémoglobine affectée, c'est manuel, et même si vous avez de l'habitude à le faire, c'est plus laborieux que d'autres techniques et elle est peu reproductible. On a aussi la HPLC qui signifie High Performance Liquid Chromatography. Elle est plus précise, elle est capable de quantifier. C'est une technique automatisée. Un grand nombre de tests peuvent être effectués dans les mêmes lots et il a une bonne reproductibilité. Ces dernières années, des dispositifs ont été développés tels que les Emotive SC, que c'est l'un de ceux que je voulais vous parler aujourd'hui, est un test rapide qui ne prend qu'environ 10 minutes et utilise des anticorps monoclonaux pour détecter l'hémoglobine AS et C dans un petit échantillon de sang de 1 ou 2 microlitres. Il a été comparé à d'autres méthodes comme les électrophorèses, les HPLC, montrant une précision clinique de 99% dans des études de validation auxquelles ont participé des milliards de patients d'Afrique, d'Inde et des pays des Caraïbes. La technique est très simple. En utilisant un compte-gouttes, on doit ajouter 6 gouttes d'eau, environ 250 ml autour de C, puis placer les tubes à essai dans les pourtoirs compatibles et obtenir un échantillon de sang avec une goutte assez petite de 1 ou 2 microlitres. Puis, on doit toucher les tampons blancs de l'appareil jusqu'à ce qu'il absorbe la goutte de sang. Tout le blanc du tampon doit être taché en rouge et le dispositif de prélèvement sanguin est inséré dans l'eau de la baignoire ou tout baissé et on doit les sécuer avec des mouvements circulaires pour les mélanger. Il est essentiel de les sécuer suffisamment pour que le sang soit correctement transféré dans les tubes à essai et plus tard nous vérifierons que l'eau est devenue rose ou rouge clair. Le dispositif de prélèvement est maintenu dans les tubes à essai et après l'agiter, on doit prendre l'une des bandelettes des tests Emotive SC et l'insérer dans les tubes à essai avec les flèches vers le bas. Puis, on doit attendre 10 minutes, enfin retirer les bandelettes des tests Emotive SC du tube à essai et les résultats sont visibles. Pour ceci et pour comparer la bandalette des tests avec les tableaux des résultats des références fournis par la maison commerciale, on doit souligner que la lecture de ces bandalettes diffère des autres tests rapides. Et pour l'interpréter, les résultats des bandalettes, il faut chercher non pas les signes qui s'y trouvent, mais celles qui manquent, pour déterminer quelles hémoglobines sont présentes dans les sang de notre patient. C'est très important et si une ligne apparaît dans notre bandalette, que l'hémoglobine n'est pas signifie que l'hémoglobine n'est pas présente et au contraire, si une ligne est absente, alors cela veut dire que le patient a bien cette hémoglobine. Par exemple, ici, on peut voir ce patient qui est porteur d'hémoglobine S. Il manquerait 2 lignes pour l'hémoglobine S et pour l'hémoglobine A. À la place, un hémozygote pour S, c'est-à-dire un qui a la drépanocytose, comment va-t-il avoir 2 gènes S? Nous n'allons pas voir qu'une ligne que nous sommes manquants, qui est la ligne S. Bien que nous envisagions la possibilité d'envoyer du matériel HPLC pour ce projet, nous avons finalement décidé de ne pas le faire. Nous allons donc commenter maintenant, en comparaison entre HPLC et l'électrophorèse, l'utilisation de l'émotive de bande SC qui présente quelques avantages qui, dans le cadre de ce projet, font qu'il soit une très bonne option. Il est facile à utiliser, ne nécessite pas de formation hautement spécialisée. Elles sont plus rapides, n'ont pas besoin de support technique et vous n'avez pas besoin qu'il soit réfrigéré, il est portable. Il peut donc être utilisé dans les milieux ruraux et avec une mauvaise communication.
Il n'a pas besoin d'électricité, il peut être appliqué à un plus grand nombre de patients et de plus, en le comparant, parce que nous avons comparé des devis des différentes maisons commerciales, c'est moins cher que la détection HPLC, mais il a quelques inconvénients mineurs, et bien sûr, c'est-à-dire il n'est pas qualitatif, il ne quantifie pas non plus, mais en ce sens, ce serait similaire à l'électrophorèse, elle ne détecte pas les fœtus l'hémoglobine qui n'est pas un inconvénient très important dans le sens où l'on peut détecter la présence de l'hémoglobine fétale et qui il ne peut pas nous aider à voir si les patients observent et suivent bien les traitements, mais nous avons d'autres moyens indirects de voir s'il prend et alors il ne détecte pas d'autres variantes d'hémoglobine. Ce qui se passe, c'est que dans les contextes de la zone géographique où vous habitez, un bon pourcentage, presque les 100%, c'est de l'hémoglobine S ou de l'hémoglobine C, donc ce serait une très très bonne option. D'autre part, nous avons l'hydroxyurée, qui est un médicament inhibiteur de la ribonucléotide réductase cytostatique, qui a montré des avantages importants chez les patients atteints d'anémie falciforme. D'une part, vous réduisez les crises vasocclusives, vous réduisez les syndromes thoraciques aigus, le nombre d'hospitalisations diminue également et diminue aussi les besoins de transfusion. Et puis, il a également été démontré qu'il améliore la qualité de vie de ces patients, non seulement parce qu'ils ont moins d'hospitalisation, mais aussi parce que les enfants peuvent aller à l'école et ne pas manquer ces études. Il y a moins d'absentéisme au travail et il reste aussi à montrer qu'il peut aussi réduire les complications chroniques. Mais bon, les résultats jusqu'à présent sont très promoteurs dans ce sens et il y a des données que chez les adultes et les enfants, il peut réduire la mortalité. Il a une dose quotidienne fixe et des ajustements doivent être faits. Ici, dans ce tableau, vous pouvez voir les effets de l'hydroxyurée. On peut voir que certains indices sont touchés. L'hémoglobine fétale augmente, l'hémoglobine augmente aussi, et le volume corpusculaire moyen aussi, il augmente. L'hémolyse diminue. Aussi, il diminue le nombre de leucocytes et de plaquettes et diminue aussi les crises, réduit les transfusions de dactylites, et comme nous l'avons mentionné, et il reste de voir si cela peut réduire l'alloimmunisation en réduisant les besoins de transfusion. Et aussi, il faut voir si il aussi réduit également la toxicité de l'accumulation de fer avec les transfusions, bien qu'une série de choses que vous avez ici dans les tableaux pour voir. La physiologie de l'effet de l'hydroxyurée est complexe et peut généralement être catégorisée en deux jours. Elle se chevauche d'une part l'augmentation de la production d'hémoglobine fœtale et d'autre part l'amélioration du débit sanguin par la réduction des interactions cellulaires, ce qui finit par produire une amélioration de l'oxygénation des tissus et une diminution de l'état inflammatoire. Pendant les traitements avec hydroxyurée dans la moelle osseuse, une diminution va se produire de la cellularité globale ainsi qu'une augmentation de la proportion de précurseurs nucléaires de la série érythroïde, ce qui va augmenter la production d'hémoglobine fétale. Dans les salles périphériques, en plus de l'augmentation de l'hémoglobine fétale, on observe une macrocytose, une plus grande hydratation des globules rouges sanguines, une diminution des cellules falciformes et une diminution aussi des réticulocytes et des neutrophiles. En ce qui concerne les macrocytoses, il est très important qu'elle indique de manière indirecte si le patient prend ou pas les médicaments. C'est-à-dire, un patient qui a un volume corpusculaire moyen inférieur à
90, on devrait suspecter qu'il ne prend pas bien l'hydroxyurée. Pendant les traitements par l'hydroxyurée, on va voir les changements suivants. D'une part, chez un adulte, chez un patient drépanocytaire qui ne prend pas l'hydroxyurée, les gènes d'hémoglobine dans une séquence normale sont réduits au silence chez l'adulte dans la moelle osseuse. La plupart des globules rouges seront produits à partir des précurseurs érythroïdes matures et sont des globules rouges qui ont une grande quantité d'hémoglobine S et des niveaux minimes d'hémoglobine fœtale. Mais en de rares occasions, les globules rouges sont formés directement à partir des progéniteurs érythroïdes primitifs qui ont un contenu élevé de l'hémoglobine fœtale. L'hydroxyurée permet d'une part d'exprimer plus activement les gènes de la globuline gamma, d'autre part en éliminant les cellules qui sont dans les cycles cellulaires, en inhibant les ribonucléides réductases et modifiant la génétique de la prolifération érythroïde de ces patients, en forçant, bien sûr, la production de plus de globules rouges à haute teneur en hémoglobine fœtale par les biais des progéniteurs primitifs. Cette lame est une continuation de la précédente. Les globules rouges dans la circulation qui ont une grande quantité d'hémoglobine S subissent une polymérisation de la même et un changement morphologique devenant des cellules falciformes lorsqu'il y a désoxygénation qui peut produire une hyperviscosité ou une occlusion du canal. Et l'hémoglobine S endommage la membrane de l'hématite et produit de plusieurs manières hémolyse et l'épuisement de l'oxyde nitrique. Les dommages à la membrane augmentent également avec l'adhérence aux cellules de l'endothélium. Au lieu de cela, avec un traitement par hydroxyurée, il est possible d'augmenter la production d'oxyde nitrique et de stimuler directement la production d'hémoglobine fœtale. Les globules rouges à teneur plus élevée et qui, dans l'hémoglobine fœtale, produisent moins de dommages endothéliaux et des subocclusions vasculaires, de sorte que ces médicaments rendent les patients causent moins de symptômes dans les patients, une anémie hémolytique moins sévère et une mortalité plus faible. Cette étude a montré qu'il semble y avoir des profils différents concernant l'absorption des hydroxyurées, l'un dans lequel les médicaments s'absorbaient très rapidement, atteignaient un pic de concentration dans les sangs de 15-30 minutes, ce serait les 60% des patients, et un autre profil d'absorption est d'environ 40% des patients qui ont une absorption plus lente, qui atteint des concentrations maximales 60 minutes ou 12 heures et plus tard. L'absorption plus rapide était associée à une dose maximale tolérée plus élevée, ce qui suggère qu'une absorption rapide ultérieure, l'élimination de l'hydroxyurée, nous permet pour atteindre une dose plus élevée. Dans cette diapositive, nous pouvons voir les changements morphologiques dans les sangs périphériques lors de l'augmentation de la dose d'hydroxyurée, jusqu'à ce que la dose maximale tolérée soit atteinte. Dans les trois premières photographes, ici, vous pouvez voir de la A à la C, on voit les changements par rapport aux situations basales, c'est-à-dire avant de prendre de l'hydroxyurée, jusqu'à atteindre la dose maximale en C chez un enfant avec une réponse d'hémoglobine fœtale élevée. Par contre, sur les trois photographies inférieures, du D au F, les changements sont observés dans la même situation, mais dans un enfant avec une faible réponse à l'hémoglobine fœtale. C'est-à-dire, malgré des différences dans la réponse de l'hémoglobine chez les fœtus, les deux patients obtiennent une amélioration significative de la morphologie de leurs globules rouges, qui s'y produiront simultanément avec une augmentation de l'hémoglobine et du volume globulaire moyen, aussi une augmentation de l'hémoglobine fœtale et une diminution du nombre de neutrophiles et de réticulocytes. Il y aura aussi des modifications morphologiques des globules rouges, incluant macrocytose, augmentation du nombre de cellules cibles plus faible, nombre de cellules falciformes
Et les cellules falciformes qui persistent, si vous regardez de près, ont tendance à être moins aiguisées qu'avant le début du traitement. Dans ces premiers tableaux, nous pouvons voir l'incidence cumulée de la toxicité dans les paramètres des laboratoires. Dans les courts termes, maintenant que la dose maximale tolérée est détoxurée, bien qu'avec 67% des neutropéniques puissent être considérés comme élevés, le seuil pour définir la neutropénie ici doit être considéré dans cette étude. Il était dans 2000 neutrophiles, soit un seuil très conservateur. De plus, il n'a été observé dans la neutropénie que dans 100% des visites médicales, ce qui est très peu. Et donc, beaucoup de ces patients auront un nombre de neutrophiles entre 1300 et 1500 neutrophiles, qui sont des chiffres moins inquiétants. Et dans la fondation Recover, m'ont communiqué que vous êtes nerveux et si ça peut rendre le patient plus risqué face à des infections. Mais l'idée de ce traitement est que vous devez réduire les neutrophiles un peu et en fait, l'efficacité de l'hydroxyurée se voit lorsqu'il y a un certain degré de neutropénie. Mais au fur et à mesure des contrôles périodiques, le traitement est ajusté pour qu'il ne descende pas trop et ne fasse pas courir un risque aux patients. Et dans les tableaux ci-dessus, nous pouvons voir l'efficacité à long terme. Et dans les paramètres des laboratoires, chez 111 enfants atteints de drépanocytose qui ont reçu la dose maximale tolérée, vous pouvez voir comment une augmentation de l'hémoglobine dans les volumes corpusculaires moyens, un pourcentage d'hémoglobine fétale et le nombre moyen des les neutrophiles, comme vous pouvez voir, était 3800, c'est-à-dire qu'une neutropénie très importante ne s'est pas produite. Lorsque nous avons un patient atteint de drépanocytose qui prend de l'hydroxyurée, ce que nous devons faire est de lui demander une série de paramètres de laboratoire au début et de faire une énumération globulaire complète montrant les niveaux d'hémoglobine, le nombre de globules blancs et de plaquettes et calculer le nombre absolu de neutrophiles. Puis, en biochimie incluant la créatinine et incluant la fonction hépatique. Les fonds NH et des transantes doivent être exclus, c'est recommandé, mais pas indispensables. Mais bon, s'il peut être fait un contrôle des réticulocytes et puis vérifier votre hémoglobine fétale et tout ça, c'est bon. Ce sont les doses qui sont généralement commencées chez les enfants et les adultes ici. Et puis, tous les 2 ou 3 mois, un contrôle de laboratoire est généralement effectué. La dose optimale d'hydroxyurée est définie comme une dose quotidienne et stable qui provoque une myélosuppression légère, mais aucune toxicité de laboratoire. Dans les tableaux ci-dessus, nous dit comment nous pouvons faire l'échelle des doses. Et voilà, notre patient prend de l'hydroxyurée et nous faisons une analyse. Ici, nous avons dans ce tableau les niveaux des neutrophiles, des plaquettes, d'hémoglobine et des réticulocytes qui peuvent nous dire si c'est le cas, il est acceptable de maintenir la dose ou si on doit l'augmenter ou la diminuer. Je ne vais pas commenter l'empereur les cas, mais puisque vous aurez la présentation, je crois bon de les commenter. L'Organisation mondiale de la santé, concernant l'utilisation de l'hydroxyurée dans l'anémie falciforme, elle a formulé il y a quelques années une série de recommandations concernant la prise en charge des patients, les tests de laboratoire effectués, la formation des professionnels de santé, la promotion de la recherche, l'accès et la promotion qu'il y a un prix raisonnable que les patients peuvent se permettre.
Bon, une série de recommandations dans laquelle l'OMS a pris position était très fortement à faveur de ces médicaments. Il y a un traitement dont l'utilisation, outre dans des pays européens ou américains, a été étudiée dans des zones endémiques de drépanocytose, comme dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, à très bons résultats. Et c'est ce qui n'était pas clair si l'utilisation du hydroxyurée en Afrique serait sûre et efficace car la présence d'autres facteurs tels que la malnutrition, le paludisme et d'autres infections étaient censés augmenter l'incidence des événements toxiques de l'hydroxyurée ainsi qu'une possible moindre réponse au traitement. Pour évaluer cela, l'étude suivante a été réalisée chez 606 enfants dans 4 pays, Angola, République démocratique du Congo, Kenya, Ouganda, qui ont reçu de l'hydroxyurée à une dose initiale de 17 mg et demi par kilogramme par jour et plus ou moins 2 mg. À 6 mois, commence une escalade des doses et l'objectif principal de l'étude pour évaluer la toxicité limitant la dose et d'autres objectifs qu'il avait été de voir la permanence dans l'étude, les risques de paludisme, les bénéfices éventuels en termes de paramètres biologiques et des événements cliniques liés aux transfusions drépanocytaires et des survies. Les 94% des patients sont restés dans l'étude à 3 ans de traitement, ce qui est un chiffre assez élevé, puis la toxicité a été considérée dans les paramètres de laboratoire d'hémoglobine inférieure à 4, nombre de neutrophiles inférieur à 1000, nombre absolu de réticulum inférieur à 80 millilitres et le nombre de plaquettes inférieur à 80 000. Une augmentation significative a été observée à la fois dans les taux hémoglobine total et dans l'hémoglobine fœtale. Et en termes de limitation des doses toxicité, elle peut être de 20,6% par an contre 0,7% par an avant le début du traitement, c'est-à-dire sans différence. Et cela est très important par rapport à la période de pré-traitement qui se trouve dans chacun de ces 6 graphiques et juste la première détermination. Des taux d'événements cliniques indésirables diminuent avec l'utilisation d'hydroxyurée, y compris les taux de crise vasocclusive, de paludisme, d'infections autres que les paludismes, de transfusions de syndrome thoracique aigu et de décès. En résumé, il n'augmente pas significativement les risques d'épisodes graves de paludisme et il n'augmente significativement pas les risques d'infection. Et ces avantages sont une diminution des crises les plus occlusives, une diminution des admissions pour syndrome thoracique aigu. Entre les fusions avec cela, nous obtenons une amélioration de la qualité de vie des patients et une réduction de la mortalité, bien sûr. Pour tout cela est clé dans la prise en charge clinique de ces patients. Enfin, je voulais parler de la prévention des infections chez les patients. Les infections sont une des complications les plus fréquentes chez les patients drépanocytaires et anémie cellulaire et augmentent significativement la morbidité et la mortalité. Les principales causes d'infection chez les patients atteints de drépanocytose sont une diminution de la fonction de la rate, des défauts d'activation du complément, ainsi que certains autres facteurs mécaniques, par exemple, qui prédisposent à l'ostéomélite et évitent les infections. Et il existe une série de recommandations, fondamentalement la vaccination, résumée dans ce tableau, et la prévention du paludisme et d'autres infections. Un sujet très intéressant est la relation entre le paludisme et la drépanocytose. Le fait est que la mutation qui donne naissance à l'hémoglobine S a persisté en Afrique subsaharienne à un niveau aussi élevé, malgré la sévérité de la drépanocytose qui est attribuée au fait que les porteurs d'hémoglobine S sont protégés contre les formes graves du paludisme, en particulier les lésions cérébrales causées
par plasmodium falciparum. On pourrait penser que en ce sens, l'hémoglobine S homozygote pourrait fournir une plus grande résistance, mais coexistence à la fois de la drépanocytose et du paludisme est associée aussi à une plus grande morbidité et mortalité, et le paludisme est réellement l'un des principaux déclencheurs des crises les plus occlusifs dans les pays d'Afrique subsaharienne. Cependant, il faut tenir en compte du fait qu'il n'est pas le seul déclencheur. Cela peut être le plus fréquent, mais pas le seul. Donc, prévenir les crises vaso-occlusives avec un traitement antipaludique seulement ne suffit pas. Comme nous l'avons mentionné, l'ajout d'hydroxyurée est un traitement complémentaire au traitement antipaludique, pas substitutif. L'hydroxyurée, en plus de diminuer les taux d'hémoglobine S, peut préserver la fonction de la rate. Les recommandations actuelles pour la prise en charge de ces patients, nous parlons maintenant de la prophylaxie antibactérienne des infections non palustres. Les recommandations disent qu'ils devraient recevoir de la pénicilline de 2 à 3 mois d'âge, c'est-à-dire lorsque les taux d'hémoglobine fœtale commencent à baisser et donc que la fonction de la rate commence à fonctionner et pas d'une manière adéquate, on va dire. Les traitements par la pénicilline n'est pas toujours, il n'y a pas toujours de consensus ici. Et s'il faut la continuer après les 5 ans, mais il peut être envisageable de poursuivre les traitements. Car il réduit significativement l'infection par les pneumocoques et d'autres bactéries encapsulées, et aussi parce que les sons géographiques ou le dépistage néonatal n'a pas été effectué. Parfois, l'apparition de la drépanocytose peut être une mort subite due à une septicémie. D'autre part, nous pouvons avoir quelques problèmes, entre guillemets, et l'un d'eux serait le développement d'une résistance à la pénicilline à long terme, puis aussi les patients atteints d'anémie falciforme ne perçoivent pas un bénéfice tangible immédiat avec la prophylaxie à la pénicilline, et il n'a pas de renforcement positif pour mener à bien ces traitements strictement. Et l'adhésion thérapeutique n'est pas aussi bon qu'elle devrait être. C'est pourquoi un travail d'éducation des patients et des parents est essentiel. Les patients et les parents doivent comprendre que l'observance thérapeutique commencera à diminuer et le contrôle des enfants diminuera lorsqu'ils soient sûrs qu'ils vont suivre le traitement strictement. Et, l'observance globale était faible, 53%, et ils ont identifié que l'âge était l'une des causes qui influait l'observance, et ont constaté que l'observance était faible, particulièrement faible, chez les patients de moins de 5 ans. Ce qui conclut qu'il est nécessaire, bien nécessaire, de faire des efforts pour améliorer l'observance thérapeutique chez les patients à la pénicilline pour identifier les groupes de patients qui peuvent avoir un risque plus élevé de ne pas bien suivre le traitement. Il existe en gros deux présentations de pénicilline qui est préconisée pour prévenir les infections bactériennes, pénicilline orale et en injection intramusculaire. Nous avons déjà évoqué les problèmes de l'observance et depuis, il y a eu des travaux publiés qui disent que l'observance thérapeutique est clairement meilleure avec la pénicilline intramusculaire. Pour ces projets, nous avons considéré qu'une injection intramusculaire est une meilleure option. Il serait idéal pour les patients de recevoir une injection et d'être fait pour coïncider avec la visite mensuelle au centre de santé afin que vous puissiez vous assurer que les patients reçoivent toujours la dose sans qu'une visite supplémentaire, n'est-ce pas, ne soit nécessaire, bien sûr.
De ma part, cela a été tout. J'espère que grâce à des projets comme celui-ci de Recover, vous pourrez amener vos patients à avoir une amélioration importante dans leur vie. Et bien, et merci beaucoup à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez les faire maintenant.